Eh bien bon retour et bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, c'est une belle balade qui nous attend aujourd'hui, une belle balade dans la vie mahoraise bien sûr, mais une belle balade aussi dans la vie de notre invité. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Abdullah Miki Dadi. Il est né le 27 octobre 1969, il est né à Analalava, à Madagascar. Et cet homme-là, eh bien, vous le connaissez mieux sous le nom de Big. Big, bonsoir. Bonsoir Dominique. Comment vas-tu, mon Big ? Bah écoute, ça peut aller. Hein. Est-ce qu'on se tutoie, bien sûr ? Bien sûr. Oui, on est obligé. On est obligé depuis le temps qu'on se connaît. Je vais pas mettre la distance. Abdullah Miki Dadi, c'est bien ça ? Oui. Né le 27 octobre 1969 à Analalava, Madagascar. Oui. Comment se fait-il que tu nais à Madagascar, mon Big ? Explique-nous un peu. Je vais vous expliquer. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, comme Madagascar, avant les années 60, était encore un protectorat français. Et du coup, il y avait beaucoup d'entreprises françaises qui étaient là-bas. Et Mayotte et les Comores immigraient là-bas. Ouais. Mais à part que cette immigration à cette époque-là, ne se ressentait pas sur place parce que c'est une très très grande île, la deuxième plus grande au monde. Et, mais c'était un phénomène qu'on connaît actuel, mais c'était dans l'autre sens. Oui. Alors la question suivante, c'est peut-être aussi celle qui va expliquer la question précédente. Que faisait papa, que faisait maman ? Oui, alors papa est parti à Mada, un jeune garçon de l'époque, il est parti là-bas. Et là-bas, il cherchait du travail, il a trouvé du travail. Il y avait la compagnie marseillaise qui fabriquait les savons de Marseille. Et oui, et puis à cette époque-là, en fait, il m'avait expliqué qu'on pouvait changer de métier. Pratiquement tous les 3 semaines, toutes les 3 semaines, puisque il y avait beaucoup d'emplois. Il y avait de la recherche en tout cas. Ouais, c'est un rêve par rapport à nous aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et donc il a fini par être gardien de phare et il a été muté à Analalava. Et voilà, je suis né à Analalava. Gardien de phare. Ouais. Et donc j'ai grandi en allumant les phares, etc. C'est pas vrai. Ouais, je connais tous les codes de phare. Hein. C'est pas vrai. Ouais. On n'en avait jamais parlé. Tu vois, comme quoi il y a des surprises, mon cher Dominique. Oh, papa, gardien de phare, c'est génial ça. Ouais, c'est super. Et maman faisait quoi ? Maman au foyer, ouais, au foyer. Comme les femmes à cette époque-là, au foyer. Mais il y avait des présences, en fait, il y avait toujours ce qu'on appelait une espèce de confrérie entre les femmes. Surtout, ça se développe beaucoup à Madagascar, ne serait-ce que pour faire les repas traditionnels, etc. Puis j'étais aussi dedans. Les gamins, j'ai grandi beaucoup dans le milieu féminin. Pour ça que j'ai pas de problème, en fait. Alors, papa n'était pas né là-bas ? Non. Il était originaire de où ? De Msamboro. De Msamboro, donc. Oui, mais si vous voulez, c'est l'océan Indien. En même temps, ses arrière-grands-pères, en fait, viennent de Nosibé, de ma mère aussi, puisque faut comprendre que Msamboro, il y a un quartier qui s'appelle Bouchine, ce qui veut dire Madagascar, en fait, un chemin mahorais. Et ces quartiers-là, en fait, c'est des Malgaches qui sont arrivés là. Et après, quelques siècles après, ils ont fait demi-tour là-bas. Une grande fratrie, beaucoup de frères et sœurs ? Oui, beaucoup de frères et sœurs. On est 10. Et donc, alors, comment il grandit ce petit Big là-bas à Madagascar ? Comment il grandit ? Comment il vit ses premières années ? J'imagine très nature, très... Voilà, c'est la région où on est, c'est entre Diego, Suarez et Majinga. C'est une belle région, Analalava. C'est les sables blancs, c'est une vraie carte postale, quoi. Et par contre, ça reste l'Afrique de l'époque. Donc, j'ai vécu le coup d'État de l'époque. Donc, au premier couvre-feu, on découvre interdit de sortir à partir des 18h, etc. Tout ça. Et puis... ça stresse, ce genre d'expérience ? Beaucoup parce que... Surtout quand on est un enfant ?
Déjà, mais même les adultes, parce que à partir du moment qu'on est dans une loi martiale, Tout à fait. la vie n'a pas tellement de valeur parce qu'il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de En loi. fait, la nuit, si un militaire vous tire dessus, eh ben, tant pis pour vous, quoi. En gros, c'est comme ça. C'est difficile après d'aller réclamer quelque chose. Et ouais. Pendant cette période-là, donc, toi, tu y restes combien de temps à Madagascar? Jusqu'à 9 ans. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période-là, c'est l'époque de la guerre froide. Ouais. Donc on a les deux blocs, Tout le à bloc fait. soviétique et le bloc Et de ici, l'Est. Et donc à Mayotte, comme on était à Madagascar, on ne pouvait pas aller directement à Mayotte. Et pour aller à Mayotte, il fallait passer par Paris. Donc à partir de là, il était C'est plus pas vrai. simple pour... oui, si. C'est ça qu'il faut comprendre cette période-là. C'était très compliqué. Et du coup, j'ai grandi là-bas. C'est pour ça que mon Shimaoré, alors là, elle est vraiment, comme on dit ici, gourgour, quoi. J'ai pas tellement compris le syntaxe. Mais je suis pas tout seul, ça me rassure Ouais, ici. Et donc, c'était très compliqué, en fait, d'aller de Madagascar à ici. De Madagascar ici, parce qu'il y avait en même temps dans les 78, 77, à partir de 75, tout ça, il y avait le problème des Comores. Donc soit Ici, passer par bien Comores, sûr. mais après passer par Comores pour revenir ici, c'était pas non plus facile. Donc il fallait aller sur Paris. C'est fou Faut d'ailleurs revenir qu'on ait réussi à immobiliser les habitants d'une région qui était si libre avant, Ouais. qui voyageait tellement entre ces îles naturellement, et on a réussi à les bloquer. C'est fou. Bah ouais. Mais de toute façon, c'est pour des raisons politiques. Hein. Ouais. En tout cas, bon, tu as vécu donc l'indépendance malgache, tu as vécu les événements de Mayotte. Comment un jeune enfant peut vivre tout ça? Oh, On entend parler, on entend parler. Voilà, on entend parler, mais on n'est pas conscient de tout, quoi. Ouais. On fait. Mais on se rend compte que c'est important ce qui se passe quand même. Un peu, voilà, parce que on voit des choses qui sont pas naturellement. Ouais. Des choses qui sont pas dans la vie courante naturelle. Tout à fait. C'est ça, on se réalise de ça, mais pas sur la profondeur. Et ouais. On entend parler de tout ça, bien sûr, dans les réunions de famille, dans les machins. Les années passent, bien sûr. Tu grandis, tu attaques l'école quand? À quel âge? Amada? Ouais. Ouais, ben Amada, en fait, moi, c'est spécial, je vous dis, moi. J'ai vécu des choses spéciales parce que à Mada, là où je suis, il y avait donc une école missionnaire catholique avec un père allemand. Ouais. Et il y avait donc le quartier où j'étais, il y avait les protestants, donc le pasteur. Et il y avait les côtés de mon père, tout ça, qui sont des musulmans. Mais ils avaient une équipe de foot. Donc mon père traînait avec le pasteur et le père. Dans l'équipe de foot. Oui, et comme je jouais aux billes, il y avait le père qui avait caché une des billes, je me suis rendu compte. Donc il m'a envoyé à l'école directement, à l'école catholique. Ouais, me voilà, dans l'école missionnaire catholique avec les bonnes sœurs, tout ça. Tu aimes l'école? Je l'ai mal vécu parce que justement, l'école de l'époque, c'est que les jeunes de mon âge, en fait, ils allaient l'équivalent de maternelle. Et moi, j'étais déjà ce qu'on appelait les CP1. Et je n'ai pas compris pourquoi, pendant que moi, là, on me tapait, les autres, ils étaient en train de jouer à côté des voitures, tout ça. Donc, et j'ai vécu comme une injustice, cette histoire-là. Un pas très bon rapport. Voilà, mais ça allait. Plutôt matheux, plutôt littéraire, plutôt sportif? Littéraire, sportif. Mais ça se rejoint quelque part. Donc, papa un jour décide de rentrer à Mayotte. C'est papa qui décide? Plus ou moins, oui. C'est normal. Hein. C'est des gens qui sont partis en fait à la recherche d'emploi pour essayer d'avoir quelques. Donc retour à Mayotte? Non, justement, parce qu'avec le bloc, avec tout ce qui se passe, il y avait le consulat à Madagascar, quelqu'un de génial, le consul, qui avait conseillé à mon père d'être rapatrié en France. Donc il avait monté le dossier. Et tout ça. Donc départ pour la France alors? Départ pour la France à Orly. Ah ouais. Ouais, en 80. Mais alors pendant toutes ces années, comment on te parle de Mayotte? Mayotte? Ouais. À travers. On te dit que c'est ton pays, on te dit que. Oui, je parle avec mes parents, mais c'est pas.
c'est pas ce qui avait important pour moi. C'était la région. Ouais. C'était Mayotte, Ouais, puis de toute Madagascar, les Comores, un peu tout. Parce que j'ai rencontré des... Parce que j'arrive à Châteauroux quand même. Ouais. J'arrive à Châteauroux. Donc à Châteauroux, c'est le grand club La Berrichonne. Il y avait les présidents Michel Denisot, tout ça. Ouais. Donc toi, tu t'attaches pas à ce petit rocher qu'est Mayotte. Non, C'est mais ça, maintenant tout le monde commence à... T'as déjà une ouverture d'esprit à l'époque Forcément, voilà. parce que Madagascar même, il faut comprendre que c'est un mélange. Ouais. À Madagascar même, c'est un mélange. On voit justement des Comoriens au nord, il y a les gens de Tana, des métropolitains, il y a même des Italiens. Complètement, c'est tout un mélange. Donc, on est prêt déjà donc à alors, vivre. on part direction la métropole, donc tout jeune. Tout jeune. On découvre le froid, l'hiver, on découvre c'était dur, l'Europe voilà. Et l'Occident par là même. Complètement. Un choc. Oui, quand même. Pour l'hiver, oui. La première fois, oui. C'est un choc parce qu'on a envie de rentrer tout simplement là où on était. Ouais. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Tu y restes combien de temps en métropole? Vous y restez une trentaine d'années. Hein. Ah, quand même. Bah oui. On fait notre vie, en fait, c'est les études. J'étais dans le foot. Après, je rentre dans la musique. Donc, en fait, la vie se déroule en métropole. Voilà. Alors, donc, après, on continue les études, j'imagine. Oui, voilà. On va jusqu'au bac. Oui, on a dépassé le bac. Ouais. Après, on fait quoi après le bac? Moi, je me suis arrêté pour la musique. Ouais. Moi, je me suis arrêté pour la musique, puis j'ai fait les CD, tout ça, j'ai tourné. Et ouais. Donc alors, on démarre la musique en métropole. Ouais. Tu as démarré en métropole. Ouais. D'accord. J'ai beaucoup écouté Amada. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ça te démangeait, c'était... La musique, en fait, il faut comprendre que Amada, comme dans beaucoup de pays africains, c'est un patrimoine. Ouais. Donc, quand on joue au foot à la plage, les gens... C'est un deuxième souffle. Voilà, je connaissais des gens à l'âge de 5 ans, des gens qui jouaient du Hendrix, Amada. Hein. Il y a un très bon niveau, d'ailleurs, musical là-bas, et la musique, elle est partout. Ouais. Donc, apparemment, elle est partout. Même quand on est à l'école, on pense à des riffs dans la tête. Et donc, j'ai vu des grands de l'époque, des Mada. Et après, quand j'ai basculé plus grand... Puis, il y avait la tournée de Bob Marley de 1979 en Afrique. Et Amada, là, il y avait tous les disques. Là, c'était Survival. Et là, c'est la première fois qu'on entendait que c'était un rebelle, etc. Et ça, on a retrouvé plus tard en métropole. Et c'est ce qui t'a attiré au reggae? Ah oui, beaucoup. On est en fait les jeunes, les enfants du reggae, pratiquement. Bien sûr. Et que j'ai fini par jouer avec eux, quoi. Ouais. Donc, tu te lances dans la musique. Ce surnom de Big, il est venu quand et comment et pourquoi? C'est au football. En fait, c'est au foot. Abdoul, Big Doul, et ça a été Big. Voilà. Et c'est resté Big. Ouais. Et tu l'as gardé aussi pour la musique? Oui, voilà, puisque tous les gens ont fini par me connaître comme ça dans la ville. Donc... Alors après, donc, tu sors des CD à l'époque? Ouais. Donc en métropole toujours? En métropole, ouais. Combien de CD? 3. 3? Ouais. Il y en avait un que je suis venu en vacances ici, c'était African Love, c'était diffusé chez votre concurrent. Mais j'étais parmi les premiers pratiquement. Je venais ici, je regardais ce qui se passe. Ouais. Et donc là, déjà à l'époque, tu faisais des allers-retours avec Mayotte. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais, je venais en vacances et je repartais. Ouais. Alors moi, je voudrais revenir sur la première fois que tu es venu à Mayotte. Comment tu as trouvé Mayotte? Déjà, c'était spécial. Surtout pour toi qui es mahorais et qui n'y avait pas vécu. C'était spécial parce que... À l'époque, on prenait donc Air France. On avait des transits en Allemagne, à Francfort. On allait en Koweït, Arabie Saoudite. En fait, on faisait le tour du monde, quoi. Et on atterrit à Moroni. Et donc, on arrive à Moroni, par exemple, le jeudi. Après, en fait, on survole Mayotte pour atterrir à La Réunion. Et c'est le lendemain qu'on prend un petit Fokker de l'époque, là. On a l'impression qu'on va mourir 48 fois avant d'arriver à Mayotte. Donc déjà, le voyage, c'était terrible. Et quand on arrive ici, c'était à l'époque, l'aéroport, là, c'était des planches, quoi.
Il y avait juste le grillage, les gens étaient derrière. Et puis, mais c'était comme ça, je trouvais que c'était chouette. Mais après tu réadoptes Mayotte. Oui, mais moi, j'étais déjà par principe quelqu'un de simple, mais quand je suis arrivé, j'ai vu que ça ressemblait beaucoup à Nosibé, en fait. Ouais. Ça ressemblait beaucoup à Nosibé, il y a les lagons, tout ça. C'est joli, c'est une île très jolie, Mayotte. Et donc, et à l'époque, c'était propre, parce que les gens consommaient. Non, c'est important de le dire quand même. Les gens consommaient des produits dégradables, biodégradables, voilà. Et il n'y a pas eu en fait de sensibilisation parce qu'ils ont gardé l'éthique de jeter quand jeter le pot de banane et le pot de feuilles de banane. Voilà. Et là, avec tout ce qui est synthétique, tout ce qui est plastique, tout ça, ils ont gardé l'éthique de jeter. Mais ils ne jettent plus la même chose. C'est quelque chose ce qu'on jette va durer 50 ans, 100 ans, voire 200 ans. Si c'est pas plus. Et c'est pas plus. Et là, voilà, il n'y a pas eu en fait une sensibilisation, une campagne de sensibilisation dessus. Allez, revenons à cette période en métropole où donc tu te lances dans la musique. Mais tu avais arrêté les études. Ouais. Ras-le-bol. Non, c'est pas ras-le-bol, c'est tout ce que je voulais vraiment moi faire. Les études, c'était pour dire aux parents que voilà, bon, c'est bon, voilà, les études. J'ai fait ce que vous m'aviez dit de faire. Mais ce que je voulais vraiment faire, c'était ça, la musique. Et là-bas, justement, comme j'étais dans le milieu professionnel, j'ai été distribué, j'ai fait pas mal de choses. Et arrivé là-bas, j'entendais parler d'un musicien qui était de la zone. Et on m'avait invité pour le rencontrer, je l'avais loupé parce que j'avais eu un concert, tout ça, et c'était Vigitash. Oh. Ouais. Et on s'est loupé là-bas. Et quand je suis venu ici, j'avais fait justement le premier 100% pur jus, là, à Jago, c'est-à-dire la culture à la campagne. Et j'avais voulu mettre en valeur, en fait, les artistes de la région, parce qu'il y a eu les Comoriens, les Malgaches, etc. Tout. C'était une volonté de mettre un projecteur dessous et j'avais appelé justement tout ce qui est médias nationaux, les RFI, etc. Tout ça. Et c'est là où j'ai vu Mickey, qui a beaucoup de talent. Et qu'on a parlé un peu de tout. Vous avez découvert des affinités communes. Complètement. À quel moment tu décides de revenir à Mayotte ? Définitivement. Je me suis jamais décidé, mais ça c'est un peu moi-même. C'est-à-dire que c'est ton côté planétaire. Ouais, moi je suis complètement enfant du monde. Enfant du monde, hein. Il faut pas moi là-dessus. Mais mes parents aussi. Parce que chez moi il y a toujours eu des mondes de n'importe quelle couleur. Se cacher derrière des murs. Oui, je me rappelle à Madagascar, c'est l'époque des hippies. Il y avait plein de jeunes américaines qui jouaient avec nous et faisaient leur thèse, tout ça. Et donc nous on a toujours été des enfants du monde. Et ici, en fait, je suis venu plusieurs fois, 92, 98, donc, régulièrement, 2001, et je voulais avoir un lopin de terre pour faire une salle de spectacle que j'avais envie de faire, mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose. Et donc, en 2003, ça m'a énervé. Je suis venu 2 semaines, j'ai réussi à rien faire, et j'ai déchiré mon bureau-tour. Tout simplement, et je leur ai dit, je reviens plus. Wow, après tout, je suis chez moi. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, exactement, voilà. Bon, ras-le-bol, je déchire j'ai déchiré mon bureau-tour, puis basta. J'ai dit, je reste, et je suis resté. Puis j'ai appelé les autres, on a fait le festival 100% pur jus. Voilà. Et c'est l'année du festival. Et voilà. Un festival qui avait cartonné à l'époque. Oui, ça a cartonné, mais même les... Mais parce que tu avais des méthodes de travail qui étaient différentes. Oui, voilà, oui. Puis il y avait aussi tout le réseau qui était en France, qui sont toujours, et qui viennent ici. Mais j'ai été confronté donc après à des obstacles. Je comprends que les gens se sentent étouffés d'un côté, d'autres parce que l'île est petite, on soif de la reconnaissance, je sais pas de quelle reconnaissance, mais c'est tout ça qui fait que après il
il y avait les mauvais côtés des choses, mais ça, c'est la vie. Ouais, bien sûr. C'est la vie. Mais ça n'empêche pas, parce que maintenant, quand je vois tout ce qui est l'association Nature en Or, Tout à fait, qui qui viennent fait un me gros forcer, travail. dire ah bah, si t'as pas envie, ben, tu vas nous aider, point à la ligne. Donc, c'est resté quand même comme le capital de la culture de l'autre côté, en sachant que la culture, c'est quand même une identité. Bien sûr. Une identité de ce pays. Non, mais j'ai dit ça tout simplement parce que quand on veut faire de l'économie ici, la collectivité, la première chose qu'elle fait, c'est d'effacer la culture et le sport. Après, quand on voit ce qu'il y a, les jeunes, où est-ce qu'ils en sont, on s'étonne, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je vous dis ce qui se passe. C'est qu'on ne peut pas se permettre de tourner le dos à notre avenir, qui sont la jeunesse. Quoi. Tout à qui fait. est la jeunesse. Et puis tourner le dos au sport et à la culture, surtout quand c'est une culture ancestrale. Surtout. Qui est ancrée profondément. Je suis content que tu sois d'accord avec moi dessus. Ah, mais parce totalement. que je suis vraiment, ça me tient vraiment au cœur ce problème, c'est que les jeunes Mahorais actuellement ne rêvent pas. Et c'est ce qui est le plus horrible pour un jeune. Parce que justement, nous, si on ne véhicule pas la haine aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens courageux, tout ça, à l'époque, à Château, tout ça, pour nous faire rêver. C'est important de dire je veux devenir professionnel en foot, professionnel en musique. C'est pour ça que j'avais demandé justement Tiken tout ça. Ils étaient venus sans contrat. Je leur faisais le contrat sur place. Parce qu'on voulait montrer aux jeunes qu'être à la télé, c'est valable pour lui, pour tout le monde. Mais tout à fait. Et qu'il suffit juste qu'il ait une bonne formation, qu'il a envie lui-même de réussir et il réussira. En fait, c'est dans cet esprit-là que je montais les choses. Donner confiance en eux. Complètement, leur parce donner que confiance. c'est le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, c'est notre rôle de renvoyer l'ascenseur. Et ça, c'est vrai que c'est à l'adulte de l'expliquer aux jeunes, de lui dire je te fais confiance. Ouais, c'est important, c'est très important. Et c'est vrai qu'à Mayotte, on a du mal à leur faire confiance en fait. Ben, c'est une des raisons où j'avais postulé président de la Ligue, puisque j'ai grandi avec les Florent Malouda, tout ça, qui sont des grands professionnels maintenant. Je voulais justement qu'ils se mettent au service de la jeunesse, et ils sont dans cet esprit-là. On est tous dans cet esprit-là, et je sais pas, apparemment Lille n'est pas prête encore de m'accueillir là-bas, parce que j'ai joué autant au niveau de football, et il faut être patient. Moi, c'est ce que j'ai appris à cette île. Très patient même, parce que là où il n'y a pas de problème, on trouve des problèmes. Puis on a une espèce de culture d'attente. On attend partout. Attentiste. Fait partout, c'est fou. Mais c'est comme ça, quoi. J'ai fini par dire, bon, bah, il n'y a rien à faire dessus. Voilà, il faut accepter à la fin, quoi. Allez, on va continuer à découvrir notre invité. Juste après un petit retour de pub, je vous rappelle notre invité aujourd'hui, Abdullah Mikidadi. Bien sûr, on le connaît tous sous le nom de Big. Il est né le 27 octobre 69. Et puis, on va revenir sur son parcours. Et bien, juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Salut, c'est Dom. Retrouvez-moi tous les jours sur KTV dans le 18-19. On passera ensemble une bonne heure dans la bonne humeur avec nos rubriqueurs et toutes nos images. Allez, on se retrouve très vite sur KTV.
jours, temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin, dans la matinale. Et puis, temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir, à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Eh bien voilà, merci de votre fidélité à ce Studio 100. On rappelle notre invité aujourd'hui, Abdullah Mikidadi, plus connu sous le nom de Big. On a vu tout à l'heure pourquoi. Revenons un petit peu Big, sur cette culture, sur ce sport, parce que les deux ont l'air un petit peu se partager ta vie. Oui, pour moi, les deux sont liés. Hein. Ouais. Le sport reste de l'art. Ouais. Faut pas tout à fait. Ouais. Tout à fait. On peut le voir comme un art. Donc, tu reviens, tu crées 100% pur jus. Tu fais, après, pendant plusieurs années, venir de grands artistes. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté un petit peu tout ça? C'est le parcours, en fait. Dans l'île, on a l'impression d'être des incompris. Ouais. Et donc, à partir de là, on a envie d'être dans le cercle décisionnel pour pouvoir justement s'ouvrir, faire ce que les autres font, être plus dans la concrétisation de quelque chose. Parce que aujourd'hui, en fait, on n'a pas un circuit du débutant jusqu'au professionnel, que ça soit dans le sport ou que ça soit dans la culture. Et c'est ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de talents dans l'île. Bien sûr. Il y a beaucoup de talents, que ce soit au niveau sportif. Regardez, je fais justement mon petit salut à Sultan avec rien du tout, les mecs qui sont champions de France. Vous savez, on en a une absence d'infrastructure, que ce soit sportive ou culturelle. Au moins, on est tous d'accord dessus. Et donc, tout ça marque que justement, la formation dans la culture et la formation dans le sport, parce qu'en sport, on appelle la performance pour faire des bons... pour vous dire, si je veux t'apprendre à toi, Dominique, un vélo, je vais t'apprendre le vélo, alors j'ai beau à te dire des théories qu'il faudra mettre un pied sur l'autre, etc. Mais si tu n'as pas le vélo, eh ben, tu ne sauras pas faire du vélo. Et c'est pour ça que l'infrastructure est indispensable pour qu'on puisse s'aligner par rapport au niveau national. Que ce soit en musique, que ce soit... je pense à des formations d'ingénieurs du son, des vrais bons ingénieurs du son, même s'il y en a quelques-uns ici qui sont bons, qui ont fait leur formation d'ailleurs à Bordeaux, etc. Mais il faut que cela arrive ici parce que les jeunes, ils ont envie d'être, de devenir... ce qu'ils ont envie de devenir. Donc, on ne va pas forcer quelqu'un pour aller à la fin dans un bureau alors qu'il a envie de faire telle chose. Surtout qu'il y a une génération, on pouvait encore leur cacher les choses. Du temps où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé à Mayotte, on pouvait encore dire. Mais maintenant, c'est vrai que les jeunes vont à l'extérieur, ils voient commencer à l'extérieur, et quand ils reviennent, ils ont un petit peu mal. Quand même. Oui, complètement. Voilà. Et donc, voilà sur la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai ralenti un peu, parce que je veux passer plus devant pour pouvoir ouvrir aux autres. Justement, dans l'exemple de Nature Nord, tout ça, leur donner plus de possibilités, éviter qu'ils aient des obstacles comme moi j'ai eu, parce que j'étais habitué à ces choses-là, mais pas forcément les jeunes qui manquent d'expérience, ils ne peuvent pas encaisser certains coups. Alors, tu as essayé un petit peu de rentrer dans ces milieux-là. C'est pas évident de rentrer dans ces milieux-là, que ce soit le sport, la culture ou ce genre de choses. Évident, non, mais c'est pas question d'évidence. Moi, en tout cas, je me suis jamais posé la question déjà, mais c'est question de niveau. On vient vers toi parce que tu as quelque chose. Point. Voilà. On ne va pas te demander d'être philosophe si tu joues au foot. On te demande d'être bon au football. Tout à fait. Et c'est pareil en musique. Tu ne peux pas jouer avec les pointures en musique si tu n'as pas le niveau demandé. Alors, on va être concis et efficace. Je te donne les clés du département de l'île. Qu'est-ce que tu fais en pleine campagne, ça peut être dangereux. À Lille, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, écoutez, pour moi, Mayotte,
c'est ma réflexion depuis que je suis ici, Ouais. 2003, c'est une belle femme, pauvre. Ouais. Donc il suffit qu'elle s'arrange un peu, elle se marie avec un milliardaire. D'accord. Voilà en gros, grande image. C'est-à-dire que Mayotte doit jouer sur le côté touristique, mais le côté touristique, il ne faut pas se leurrer tant qu'il n'y a pas un direct sur Paris, parce qu'on a un direct à La Réunion qui est 1500 km plus loin, Voilà. voire 3000 parce qu'il y a les allers-retours, kérosène. Côté Et riche. on a 400 €, donc à Mayotte, on pourrait passer chaque week-end aux Champs-Élysées, Tout à cette fait. là à 300 €. Donc je pense que quand il y aura un direct, et je ne comprends pas pourquoi on ne met pas justement de direct, puisque l'aéroport qu'on a actuellement, ça c'est issu du monde colonial. Tout à fait. Et donc 20% de la population là-bas, mettre l'aéroport là-bas, en sachant que les métropolitains comptent du point A à point B. Alors si vous quittez par exemple, tout pour prendre l'avion Air Austral à 17h ou 19h45, venir ici midi 45, attendre la barge, vous imaginez, c'est un parcours du combattant. Plus aller à La Réunion. Voilà, pourquoi repartir. pas prendre un terrain en grande terre, plat, faire l'aéroport international digne de ce nom, qui coûterait 3 fois moins cher que ce qu'on veut nous faire croire là-bas, et garder cet aéroport-là pour tout ce qui est dans la zone, Nairobi, etc., Mada. Ou en faire autre chose. Hein. Oui, voilà, et ça sera plus rationnel, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on justement on cherche toujours à freiner. Pour toi, ce problème de l'avion reste le problème principal. Bien sûr, ils peuvent. Du frein, Alors là, on pourrait donner tout ce qu'on veut au sûr. comité du tourisme, à tout ce qu'ils veulent, ça marchera jamais parce que quand on est de métropole, la Thaïlande avec les 3 nuitées, ça vaut un billet mahorais. Voilà. Ça reste un billet, quoi. Donc les gens prennent avec les nuitées, ils vont ailleurs, ils vont en Tunisie, parce que c'est trop cher. Ça reste une destination trop chère. Et pour enlever ça, et puis on a donc si c'était un département, c'est sûr que je me battrais pour avoir un aéroport ici et garder l'autre pour la zone. Parce que quand on voyage 2 heures de temps ou 3 heures de temps, on arrive à... Parce que cet aéroport, j'ai jamais compris d'ailleurs, s'appelle Dzaoudi. Alors qu'elle se trouve à Pamandzi. Ça encore, c'est encore un héritage colonial. Quoi, pour eux, tout ça, c'est Dzaoudi. Des fois, on se demande. Voilà. Mais parce que c'est le code international, c'est DZD, c'est Dzaoudi. Donc, que les gens ne se trompent pas, c'est bien Pamandzi. Mais j'appelle l'aéroport de Dzaoudi, puis c'est comme ça. Donc, on arrive à Dzaoudi, quand on a fait 2 heures de vol, ça va. Il fait beau, c'est joli, on voit les lagons, on peut attendre la barge, on peut patienter. Mais quand on arrive la métropole, surtout que maintenant dans les avions, ils mettent tous les plans de vol, donc on voit Dzaoudi. Et ça a posé problème justement pour l'artiste Adjaman. Adjaman n'a jamais voulu comprendre quand il a vu Dzaoudi à 6 h du matin, et il l'a survolé, il atterrit à La Réunion. À La Réunion, et... Après, il est revenu ici. Il avait dit que c'était complètement fou, ça n'avait pas de sens, il s'est énervé. Ouais, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Oui, le fait d'aller au nord et on va au sud d'abord, c'est à notre époque, en 2015, c'est surréaliste. Surtout une époque. Donc moi, ça sera la première chose que je ferai. Et je pense que là, déjà, on s'orientera vers la bonne direction déjà. Quelque part, c'est une compagnie régionale dont on avait besoin, ou c'était une compagnie qui serait plutôt capable de faire des directs avec Paris, avec la compagnie locale? Vu l'emplacement géographique de Mayotte, en fait, dans l'océan Indien, parce que Mayotte est bien placée, à partir de Mayotte, on peut faire le Kartala, on peut faire un Mada, etc. Tout. Ça peut être vendu sous forme des passes. De kit, complètement. Et donc, vu cette forme-là, les compagnies vont arriver rapidement s'il y a l'infrastructure, c'est-à-dire cet aéroport-là. Mais cet aéroport-là, je ne pense pas du tout avec les associations qui sont pour la protection de la nature en Europe, qu'on va prendre sur le lagon. Il ne faut pas nous faire vendre ces rêves-là à dormir debout. Moi, je tiens à dire aux élus qu'il faut arrêter. Et puis quand ça fait 70 ans qu'on fait des centaines de milliers de kilomètres qu'on ne devrait pas faire, où est l'écologie dans tout ça? Oui, il y a l'écologie, puis il y a le portefeuille de Mahorais. Et puis notre portefeuille, bien sûr. Oui, mais complètement. Je veux dire, le combat écologique, moi, il y a longtemps, je l'aurais tenu, mais sur ce transfert qu'on fait pour rien. Puis on paye quand même 500 €
bien sûr. sans notre bon vouloir, hein, c'est ça qu'il faut voir. Mais c'est pour dire que voilà, moi, j'aurais commencé, je recommençais par le début. Ouais. Et ben c'est ça, le début. Ouais. Puis à partir de là, tout arrive. Toi, tu penses que le sport, ça libérerait le sport, ça libérerait l'économie aussi, ça libérerait tout. Parce que le problème de sport, c'est quoi? Moi, je vais bien expliquer à certains footballeurs là-bas, c'est que quelqu'un de la Côte d'Or, Dijon, tout ça, il est pratiquement tous les 2 jours à la fédération. Ouais. Mais quelqu'un de la Ligue de Mayotte, pour aller à la Fédé, Ouais. mais ça coûte hyper cher. Donc, il ne peut pas se permettre d'être tous les 3 jours là-bas. Mais déjà, là, il n'y a pas une égalité, quoi. Dans la République, là, l'égalité, elle saute complètement. Donc, est-ce que ça ne devrait pas être compensé, justement, par plus de subventions, justement, sur les ligues, etc. Tout ça, c'est valable aussi pour la culture. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont un niveau déjà satisfaisant, mais qui ne peuvent pas dépasser l'autre niveau parce que les grands professionnels là-bas, des grands musiciens, ne peuvent pas se permettre d'être absents une semaine. Tout à fait. Puisque sur leur carnet, ils ont beaucoup de dates. Donc, ils peuvent être là 3 jours, donner les conseils, etc. Tout, puis enlever là-bas. Aujourd'hui, si on veut envoyer 10 jeunes, il faut voir un portefeuille. Bien sûr. C'est des problèmes. Mais je crois que ça pose beaucoup sur les baskets, etc. Ouais. J'avais vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, que c'est carrément le village qui se levait pour cotiser. Vous imaginez ça? Mais tout à fait. Mais franchement. Et là-dessus, je tiens à saluer justement au passage tous les éducateurs dont j'en fais partie parce qu'ils se sacrifient tous les week-ends, oui, avec leur argent, etc. Tout, et que quand c'est pas eux qui leur payent les ballons ou les t-shirts, mais complètement, des fois, mais complètement. On est parfois dans je salue en fait tous les Mahorais, Mahoraises. Je mets les métropolitains dedans. Pour moi, tous ceux qui sont là sont des Mahorais et Mahoraises. Je salue tout ce monde-là en fait qui sacrifie leur temps, leur argent pour justement la jeunesse et pour les autres. Bien sûr. Voilà, je crois que le bénévolat est très très important, surtout à Mayotte, parce qu'on a beaucoup de problèmes dessus et que je remercie ces gens-là, tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu ferais d'autre donc sur la vie mahoraise? À partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses classées sur le tourisme. Ça, c'est très bien parce que le tourisme, c'est un peu de tout. Ouais. Le tourisme va développer... Le tourisme aussi peut être culturel. Mais complètement, justement. Il peut être sportif aussi. Mais complètement. Mais complètement. Je pense qu'il faut choisir ce voie-là parce qu'on n'a pas encore choisi, en fait, notre voie. C'est ça, en fait, ce qui est dur. Alors, vous allez dire, est-ce qu'on manque de maturité? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on ne l'a pas encore choisi. À un moment donné, il faut dire, voilà, on va par là. Ouais. C'est un choix. Et ça peut être gagnant ou ça peut ne pas être gagnant. Je ne sais pas, moi je vois les pays comme Dubaï, où je vais souvent, au moins ils ont fait leur choix. On est contre ou on est pour, mais ils ont fait leur choix. Ils sont dans le tourisme, etc. Tout. Ils ont dit, bon, le pétrole peut s'épuiser plus tard. Ouais. Donc nous, on entame déjà. Ils ont fait leur choix. D'autres pays ont fait le choix que je considère personnellement... L'immigration, t'en penses quoi, toi? De ce problème de l'immigration? Déjà, l'immigration, je pense qu'il ne faut pas le traiter de manière isolée. C'est un rapport nord-sud ou sud-nord. Et qu'on a l'impression qu'à Mayotte, qu'il n'y a qu'à Mayotte qu'il y a l'immigration, on veut nous faire croire, etc. Tout, alors qu'il y a les wetbacks, le Chicanos de Mexique, États-Unis. On voit le Gibraltar entre l'Afrique, tout ce qui est Maroc, l'Afrique, les Mali, tout ça. On voit Lampedusa, côté Tunisie, l'Afrique plus orientale, etc. Tout. Donc déjà, il faut voir ça d'une manière globale. Ça enlèvera beaucoup de haine. Parce que si on voit que ça, on va complètement indexer une communauté en disant que eux et nous, alors que ça se passe partout dans le monde. Bien sûr. Quand je dis ça, même en Asie, on voit ces choses-là. C'est toujours un rapport, en fait, entre ceux qui vivent avec un moyen plus élevé avec les nantis et ceux qui crèvent la dalle, pour être, excusez-moi de l'expression, mais pour que les gens puissent me comprendre. C'est lié à la misère. Oui, il est très dur pour quelqu'un
qui est à Domoni et qui voit Msamboro, parce que j'ai dit ce que je vois, de dire que quand ils parlent, ils disent que voilà, là-bas, si jamais tu arrives là-bas, c'est que tu gagnes en un an, tu vas le gagner en une journée. Voilà. Alors l'autre, il va oublier carrément sa vie. Il va mettre sa vie en péril. Et cette vie en péril, ce qui nous fait beaucoup de morts. Hein, oui, mais alors justement, entre ton papa et aujourd'hui, on est passé de cette région où tout le monde était libre, où tout le monde passait d'une île à l'autre, en permanence, comme ça, où ça se faisait naturellement. Aujourd'hui, on a essayé de bloquer les gens sur leur île. Moi, je pense que c'était à l'état de l'époque. Hein, c'était l'état de l'époque. Je vous ai dit, il y avait, en fait, on est victime plus ou moins de la guerre froide. Il y avait le bloc communiste et effectivement, les Comores de l'époque, c'est rentré dans le clan communiste, surtout les Aliswali, tout ça. Et ici, du coup, vous pensez bien que l'État français aussi répondait, ce qui a fait tout ce blocage. Mais aujourd'hui, ça se fait parce que je suis content justement que les gens, comme il y a eu pas mal d'élus qui se mettent sur le label Calan de Mozambique. Ils commencent à comprendre que c'est une région. Il faut vendre une région parce que la région est riche. Mais si on contrate que Mayotte tout seul, non. On vend une région et par rapport au monde au niveau international, on est dans la mondialisation. Là, on arrive à accrocher le marché mondial. Mais tout à l'heure, quand tu me parlais de Domoni, quand tu vas là-bas, les gens te disent, mais pour nous, c'est plus facile d'aller faire les courses à Msamboro. Ben, c'est plus près que... Pourquoi avoir voulu bloquer tout ça ? Ben, justement, c'est parce que quand il y a eu des problèmes, forcément, chacun s'est replié sur lui-même. Et forcément, après, vous savez, Alors que ça voyageait dans cette région, je veux vous dire une chose. Quand on fait peur aux gens, et une fois que les gens ont peur, ils ne pensent plus. C'est vrai. Et là, on peut les gérer comme on veut. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Mais je vous dis, aujourd'hui, il y a quand même, je vois des élus qui vont à Madagascar parce que la coopération régionale, on l'a chanté pendant une dizaine d'années. Mais je crois que maintenant, les gens sont prêts, y compris les autres, les partenaires sont prêts à dire que voilà, c'est gagnant-gagnant encore, win-win, à l'américaine. Les jeunes, tu penses qu'ils ont compris, la nouvelle génération ? Ben, j'espère pour eux. Moi, je pense que quand on est jeune, on ne peut pas se permettre d'être xénophobe. On ne peut pas se permettre parce qu'on doit voyager à travers le monde. Il faut être ouvert d'esprit. Oui, complètement. C'est ça qui va faire la richesse d'un jeune. Il a l'avenir devant lui. Il faut qu'il en profite. 80 000 emplois liés au pétrole du côté du Mozambique. Est-ce que nos jeunes devraient se dire, après tout, je suis à 1 heure du Mozambique, je parle le lundi matin et je reviens le vendredi soir à Mayotte et je vais travailler là-bas la semaine. Moi, personnellement, c'est les idées qui me plaisent. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on sache que c'est notre région et qu'il est tout à fait légitime puisqu'on a du sang mozambiquin aussi, les Makouas. Mais je veux dire, il faut aller. On a déjà, voilà, il faut qu'en tout cas ça circule, que ce soit comme dans les Caraïbes. Il y a des échanges avec des pays étrangers parce que nous sommes pleinement français. On assume. Mais ce n'est pas ça qui nous empêche de circuler dans la région. Tout à fait. Mais c'est en train de se mettre en place. Parce que, justement, on sait que le Mozambique, aujourd'hui, c'est parmi les premiers pays au monde dans le développement, parce qu'ils ont non seulement le pétrole, mais ils ont aussi le charbon. Et apparemment, il y a le gaz derrière. Ouais, il y a beaucoup des investisseurs actuellement qui 80 000 emplois, je te dis. 80 000 contrats. Voilà, c'est intéressant à faire, mais je pense que, me connaissant, j'aurais eu la jeunesse de 17 ans. Vous croyez que je ne perdrais pas je perdrais pas le nord, mais ça de nord-ouest. Mais bien sûr, mais c'est aussi comme ça qu'il faut. Mais c'est comme ça qu'il faut avoir de l'expérience. Il faut s'affranchir des distances. Mais bien sûr, il faut s'affranchir de plein de choses. Sûr. C'est ça la richesse. Big, avant qu'on arrive quasiment à la fin, la musique, c'est oublié, abandonné, fini ou est-ce que tu vas te recommettre un de ces jours en musique ? Oui, voilà, pas du tout. Je me suis jamais enlevé complètement de la musique, puis je m'enlèverai jamais. Et ça s'enlèvera jamais. Mais je pense qu'il y a des enjeux aujourd'hui très importants pour l'île, que je peux apporter ma contribution, surtout au nord, parce que je suis du nord là-bas, mais au niveau territorial aussi, que je pense qu'on est
dans une espèce de virage où il faut bien l'amorcer. Et j'ai envie on arrive vraiment à amorcer ce virage. Et je dis ça, mais c'est pour aussi faire comprendre pourquoi Mickey Dash est là où il est aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a laissé la musique, etc., tout, mais à un moment donné, on est des responsables, on est des parents, et on aime aussi les gens par définition, et on se met des vents, tant pis pour les coups, mais on veut faire avancer dans la bonne direction. On a de vrais atouts à Mayotte. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. Bien sûr. Ben, de toute façon, la première des atouts, parce que ça, c'est vraiment un problème. On a réussi quand même à mettre les jeunes comme fardeau, alors que normalement, c'est nos pépinières, c'est notre richesse. Et en plus, c'est ce que nous disent nos politiques. Ben, bien sûr, quand on a 70% de la population moins de 30 ans, eh ben ça, c'est une sacrée richesse. En dynamisme, etc. Tout, mais maintenant, il faut juste... Nous, on veut en faire un fardeau. Surtout que ce chiffre-là, ça fait 20 ans qu'on nous le dit quand même. Ouais, voilà. Donc on doit être dépassé. Ceux bien qui sûr. avaient moins de 20 ans. Ouais, voilà, ils ont grandi. Mais il y en a d'autres. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui mettre en place vraiment des vraies politiques culturelles, de vraies politiques de l'immigration. C'est pas l'immigration, c'est pas faire des bâtons, etc. Tout ça que je vois. Non. C'est juste de trouver des collaborations. Voilà, des collaborations, des bons accords avec les autres pour que on puisse vraiment avoir des échanges de libre circulation des produits et des personnes, tout simplement. C'est comme ça se passe ailleurs. Hein. Et je pense que ça, c'est facile à dire, mais à réaliser, il faut se donner la volonté de chacun. Il faut être ouvert d'esprit. Un exemple, on ne pourra pas avoir toutes les universités du monde à Mayotte, ce qui voudrait dire qu'il faudrait une université aux Comores, une université à Mada, on pourrait mettre la médecine à Mada, on pourrait mettre... moi, je crois savoir qu'il y a... justement, on peut appeler l'université de l'océan Indien, et qui se trouve soit à Mayotte, soit dans Combien encore, le secteur soit... médecine là, le secteur industrie là, c'est ça. Mais complètement, ça, c'est constructif. Et puis arrêter de partir à ces 13 000 km pour aller faire ces études. Là, il faut qu'on soit là, on est dans le constructif. Et je pense qu'à un moment donné, de toute façon, la raison voudrait que ça soit comme ça. Ça sera plus économique, ça sera plus avantageux pour les étudiants parce qu'ils ne seront pas dépaysés, etc. Et on gagnera forcément parce qu'on aura plus des étudiants qui réussiront leurs études. Étonnamment, la France a trouvé le Qatar plus rapidement que nous. Tu trouves ça... Est-ce qu'elle a trouvé Qatar plus rapidement ou nous, on a refoulé? Ce que je voulais dire par là, c'est que là aussi, on a un axe. Oui, mais avec le golfe Persique, on est à côté. Ils étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien, moi, je ne suis pas encore à la tête de mais on pourrait aussi regarder de ce côté-là aussi. Mais il faut regarder ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, quand tu dis les Qatar, etc., mais moi je dis des investisseurs. Mais voilà. Des investisseurs qui seront utiles avec des bons cahiers de charges pour pas que ça pénalise la population. Mais ça se fait partout, ça. Justement, quand je vous ai dit... justement, c'est pour ça que je vous ai dit ce qu'il y a à faire par rapport au tourisme, etc. C'est des cahiers de charges. En fait, quand on exploite, par exemple, dans les Émirats, que je connais très bien, quand on est entreprise, on investit là-bas, il faut savoir que les 10% de chiffre d'affaires, c'est pour l'éducation et justement tout ce qui est la culture et le sport. Voilà. C'est un cahier de charge. Vous vous enrichissez dans un territoire, et ben quand même... Vous enrichissez aussi le territoire. Voilà. Mais complètement. Alors qu'ici, on a tendance à s'enrichir, à sens unique. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cahiers de charges sur les entreprises qui sont là. Non, ils sont même tranquilles. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tout à fait. Mon Big, rapidement, quelques merci à donner. Moi, je remercie les Mahoraises et les Mahorais, que je trouve des gens cool. Hein, et que je dis que notre jeunesse, surtout ce qui se trouve sur ce côté ici, en fait, doit être entendu, surtout pas les isoler, parce que je les sens isolés, et ça peut amener la haine, et peuvent aller faire n'importe quoi et comment. Je pense qu'il va falloir aller vers eux, leur construire déjà justement des infrastructures là où ils sont, les intégrer complètement dans le développement de l'île.
C'est important, quoi. Il faut pas dire que, voilà, toi, là, tu es ici, donc, de l'immigration, donc on veut pas de toi, donc tu vas manger dans la poubelle. Après, le gamin, après, il grandit, et avec cette aide-là, vous voyez ce qui s'est passé à Métropole, tout ça. Faut pas éviter de mettre des gens de côté. Et je salue donc toutes les associations qui s'occupent de ces jeunes-là. Je salue tous les gens qui contribuent tous les jours au développement de cette île. Big, bon courage et bon retour. Allez, c'en est fini et bien de ce Studio 101. Encore une fois, on se retrouve bien dans tout juste une semaine avec un autre invité, puis une autre balade dans la vie mahoraise, ça c'est garanti. Allez, on vous embrasse, salut, à la semaine prochaine.